village de Pélé, niché entre deux montagnes ocre du nord Bénin, semblait hors du temps. Le matin y naissait avec lenteur, bercé par le chant des coqs et le chuintement rythmique des balais de paille glissant sur la terre battue. Les femmes, le dos droit et les pagnes nouées haut, traversaient les sentiers de latérite avec leurs bassines d'eau sur la tête, tandis que les enfants les suivaient en riant, les pieds nus, les regards curieux. Dans ce monde ancien, chaque arbre portait un nom, chaque pierre une légende. Le baobab près de la mare était le porteur de vœux. Le tamarinier à l'entrée nord, l'âme du chasseur. Rien n'était banal à Pélé. Les anciens s'asseyaient le soir autour du feu, le visage sculpté par les ans et les silences, pour raconter aux plus jeunes les origines du monde, les fautes des ancêtres, les tabous à ne pas briser. On écoutait en silence, car ici, la parole était une semence. C'est dans cette harmonie presque rituelle que vivaient Alimatou et Noupo. Elle, fine et discrète, toujours en foulard bien ajusté sur la tête. Lui, robuste, la peau sombre, tanné par le soleil et les marches en forêt. Une machette accrochée à la taille comme un prolongement naturel de son bras. Noupo était chasseur. Il partait avant l'aube et rentrait souvent avant que le soleil n'atteigne le zénith, portant sur ses épaules du gibier, des oiseaux ou parfois un simple sourire. Il ne parlait jamais trop, mais il était respecté parce que ses pièges ne trompaient pas et que sa parole non plus. Alimatou était son équilibre. Elle ne levait jamais la voix, ne répondait jamais aux querelles. Elle était de ces femmes dont la présence apaise sans même qu'on le remarque. Le matin, elle tressait les petites filles du quartier sous l'ombre d'un vieux manguier. Pendant que ses mains frottaient les cheveux, ses paroles enseignaient la douceur. L'après-midi, elle cueillait dans son jardin les feuilles, les racines, les fleurs qu'elle utilisait pour ses remèdes. Certains anciens venaient la consulter secrètement, déposant en offrande quelques noix de cola ou de piment sec. Son jardin était une œuvre d'art, alignée comme une page écrite avec patience. Les ignames poussaient haut, fiers. Le basilic sentait plus fort chez elle que partout ailleurs. Même les abeilles semblaient l'avoir choisi. Mais il y avait un silence que tous connaissaient. Alimatou n'avait pas d'enfant. Une absence qu'elle ne pleura pas, mais que les autres considéraient comme un trou dans le tissu normal de la vie. Elle répondait parfois à ceux qui insistaient. Le silence aussi peut être une maternité. Et dans ce silence, elle donnait, elle soignait, elle nourrissait. Elle était mère du village sans avoir accouché. Mais les villages comme Pélé n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. Et une femme qui soigne sans les feuilles autorisées, qui parle aux plantes, qui devine la pluie sans consulter les coris, qui regarde le feu comme si elle y lisait des choses, finit toujours par inquiéter. Et les esprits les plus faibles, ceux qui se rassurent dans la normalité, se méfient de ce qui ne fait pas de bruit. Surtout quand le destin, capricieux et cruel, vient bouleverser le fragile équilibre.
matin, alors que le soleil se levait lentement sur le village, Nukpo ne revint pas de la chasse. Et c'est là que tout bascula. Ce fut un jeune berger qui trouva le corps 2 jours après la disparition de Nukpo, au bord du ruisseau de Nyawé, là où les caïmans ne vont plus depuis que les femmes y lavent leur linge. Le corps était étendu sur le flanc, la joue contre la terre, les bras ouverts comme pour enlacer quelque chose d'invisible. La bouche entrouverte, les yeux à moitié clos, pas de sang, pas de morsure, pas même une égratignure. Il était juste mort. On ramena le corps enveloppé dans une natte de raffia. Le village s'arrêta, les enfants cessèrent de jouer, les femmes se couvrirent de cendres, les tambours de deuil frappaient sans relâche pendant 3 jours, martelant le ciel de leurs battements de cœur. On lava le corps, on le veilla selon la coutume, on pleura. Mais parmi les pleurs sincères, d'autres regards circulaient, discrets mais insistants. Dans les yeux de certains, une autre flamme brillait, celle du doute. Pourquoi un homme comme Nukpo, fort, réputé pour son instinct et sa prudence, serait-il tombé sans cri, sans lutte, sans haleine? Pourquoi son fusil était-il intact, son carquois encore plein? Et surtout, pourquoi Alimatou n'avait pas pleuré? On dit qu'elle était restée assise à l'entrée de leur case, droite, muette. Elle regardait le ciel, les paumes ouvertes sur ses genoux, comme si elle écoutait une musique que personne n'entendait. Elle ne s'était ni effondrée, ni déchiré les vêtements. Pas un cri, pas une larme. Appelé, on aime les douleurs visibles, les deuils bruyants, les larmes qui cognent le sol. Tout ce qui ne se montre pas, on le soupçonne. Les rumeurs naquirent, comme naissent les vents mauvais. En silence d'abord, puis un rafale. Elle l'avait prédit, elle ne l'aimait pas vraiment, elle voulait sa terre, elle est trop calme pour être innocente. Le 3e soir, alors que le feu du deuil s'était affaibli et que les femmes s'assoupissaient par petits groupes, une voix se leva parmi les chuchotements. Une vieille veuve, elle aussi, s'adressa à personne en particulier. Une sorcière ne pleure pas la mort qu'elle a commandée. Et c'était fait. Le soupçon avait un nom, et ce nom était Alimatou. Le lendemain, alors que le soleil était haut et que l'air semblait plus lourd que d'habitude, le tam-tam de convocation retentait dans tout Pélé. C'était un son sec, grave, qui n'appelait ni à la fête ni au deuil. Un appel à la justice coutumière. En moins d'1 heure, tout le village se trouva sous le grand fromager, cet arbre aux racines profondes où l'on jugeait les affaires les plus graves. Les femmes s'assirent à gauche, les hommes à droite. Au centre, seul, debout, Alimatou, drapé dans un pagne indigo, délavé, les bras croisant son ventre, le regard calme. Le chef du village, flanqué des anciens, prit la parole d'une voix dure. Alimatou, on dit que tu n'as pas pleuré ton mari. On dit que tu as prévu sa mort. On dit que tu parles aux plantes, que tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Que fais-tu la nuit? Quels mots prononces-tu dans ta case? Un murmure parcourut la foule. On lui demanda de répéter ses recettes, de jurer sur le fétiche familial, qu'elle n'avait pas de deuxième face, de renier tout pacte caché, de s'humilier pour prouver son innocence. Elle resta droite, ne cria pas, ne supplia pas.
Elle regarda les anciens, les femmes, puis les enfants qui l'observaient de loin, curieux et silencieux. Elle posa ses mains sur ses genoux, s'inclina légèrement et dit simplement « Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai que la patience et les plantes. » Mais dans les esprits déjà gangrénés par la peur, la vérité ne pèse rien. Alors on le déclara sorcière. La décision tomba comme une pierre dans un bassin calme. Elle fut exclue de la place publique. On interdit aux enfants de lui adresser la parole. On ordonna qu'elle quitte sa case et qu'elle dorme à la lisière du village entre le chemin de la brousse et les termitières sacrées. Ses champs furent arrachés, son puits souillé, ses marmites brisées une à une sous les yeux des autres femmes. Elle devint la veuve du malheur. Et nul ne prononça plus son nom à haute voix pendant longtemps. Les jours passaient et Alimatou ne partit pas. Elle aurait pu fuir, traverser la forêt, chercher refuge dans un autre village où personne ne connaît son nom, où les regards ne pèsent pas aussi lourd que des pierres, mais elle resta silencieuse, droite, digne. Avec des branches mortes, de la boue et quelques feuilles de palmier, elle se reconstruit une petite case à la lisière du village, là où commencent les hautes herbes et les chemins de chasse. C'était un coin que même les enfants évitaient car on disait que les esprits y passaient la nuit. Alimatou n'avait pas peur. Elle replantait petit à petit, grattait la terre avec les mains nues. Le matin, on l'entendait chanter très bas des mélodies anciennes que sa mère lui avait transmises. Elle ne chantait pas pour être entendue, elle chantait pour rester humaine. Les jours devinrent des semaines. Puis, un jour, un enfant du village tomba malade, une fièvre violente, tenace. Toutes les infusions des mères avaient échoué. L'enfant brûlait, délirait. Sa mère, désespérée, franchit le pas. Elle alla vers la case au bord de la forêt. Elle frappa. Alimatou ouvrit. Sans un mot, elle fit entrer l'enfant. Elle le déposa sur sa natte, elle accueillit quelques feuilles, fit bouillir de l'eau, écrasa des racines dans un mortier. Elle frotta l'enfant avec une huile qu'elle avait gardée. Elle resta près de lui toute la nuit. Au matin, l'enfant était calmé, la fièvre est tombée. Il demandait à manger. Le village ne dit rien, mais il vit. Puis, ce fut un autre enfant, puis une vieille femme, puis un homme qui avait des douleurs aux reins. Tous, en secret, passaient par le même sentier, celui qui menait à la lisière. Et Alimatou les recevait sans rancune, sans plainte. Elle n'avait ni temple, ni statue, ni disciple, seulement ses mains, ses herbes et ce silence qui était devenu son armure. La dignité comme bouclier, le silence comme réponse. Les saisons passaient, la pluie lava les traces des insultes, le vent dispersa les paroles injustes et les flammes de colère s'éteignirent doucement sous le poids du temps. Peu à peu, les langues se firent moins dures, on reparlait d'Alimatou, mais autrement. On se souvenait de son calme, de sa manière de tenir le regard sans trembler, de ses soins qui, en silence, avaient ramené à la vie ceux que la fièvre emportait. Les anciens, ceux-là même qui l'avaient condamné par omission, commençaient à fréquenter le sentier de la lisière. En secret, ils prétestaient une douleur au dos, un rhume, un sommeil fuyant, mais c'était la honte qu'ils venaient soulager. Et puis un jour, alors que le soleil était bas et que l'ombre des cases s'allongeait, le chef du village apparut au seuil de la case d'Alimatou. Il ne dit rien d'abord. Il s'assit sur une pierre, baissa les yeux. Puis, dans un souffle, il murmura « Pardonne notre ignorance ».
Il ne resta pas longtemps, mais ce soir-là, un tambour sonna, différent. On annonça qu'Alimatou était conviée à reprendre sa place dans le cercle du village. Elle n'y revint pas. Le lendemain, elle s'assit sur une grosse pierre blanche à mi-chemin entre le village et la forêt. C'était là, à la frontière de deux mondes, qu'elle avait toujours existé. Et peu à peu, les jeunes vinrent, non pas pour les potions, ni pour les plantes, mais pour les mots, pour les silences, pour cette façon qu'elle avait de parler sans juger, d'écouter sans interrompre, de regarder sans condamner. Alimatou n'était plus la veuve du malheur. Elle était devenue, sans le chercher, un repère, une mémoire, un phare discret au bord du monde. Quand elle mourut, bien des années plus tard, il n'y eut ni tambour, ni veillée bruyante, seulement un cortège silencieux, des visages inclinés et une profonde gratitude suspendue dans l'air. On l'enterra à l'endroit même où elle s'était tenue, à la lisière, sur sa pierre blanche entre le village et la forêt, un lieu qui était devenu plus sacré que les temples. Et sur sa tombe, on grava celle qui a tenu debout quand tous l'ont détruite. Alimatou n'avait jamais cherché à convaincre. Elle n'avait jamais tenté de se justifier. Elle avait simplement tenu. Et c'est cela, ce que le village finit par comprendre. Que la vérité n'a pas besoin de hurler pour être forte. La dignité ne fait pas de bruit, mais elle déplace les montagnes. On peut te voler ton nom, ta maison, même ton honneur. Mais tant que tu gardes ta paix, ils n'auront jamais ton arme. Ils n'auront jamais ton âme. Et parfois, le malheur qu'on t'inflige devient le miroir de leur propre peur.